Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, c'est le 5 juin 2024. Je m'appelle Renée Gendron et je suis la coordinatrice principale de PARO. PARO est un organisme à but non lucratif qui appuie l'entrepreneuriat féminin à travers le Canada. Nous offrons de l'accompagnement d'entreprises, des microprêts, du financement et de la formation. Et nous offrons aussi de l'aide à l'exportation. Aujourd'hui, nous sommes joints par Mélanie Gatt et Mélanie, je vous cède la parole pour présenter votre session. Merci. Merci. Je vais m'assurer de mettre le bon écran, le bon onglet à l'écran. Good. Excellent. Puis de vous voir encore. Super. Alors, aujourd'hui, on parle d'échecs et de critiques. Deux grands mots. Est-ce que vous voyez mon écran? Vous voyez la bonne partie de l'écran? Excellent. Oui, c'est beau. Super, merci. Échec et critique, on va en parler, puis on va le voir sous un autre angle, parce que c'est quand même la spécialité de la programmation neurolinguistique. Donc, pour celles qui ne me connaissent pas, je suis Mélanie Gatt, coach en programmation neurolinguistique. Je suis aussi praticienne en hypnose ericksonienne. Aujourd'hui, on ne devrait pas avoir recours à l'hypnose, quoique. Des fois, donc, on va aller, les 4 points que je veux aborder avec vous aujourd'hui, c'est le questionnement. On en a parlé un petit peu dans une session précédente, donc j'y reviendrai, mais de manière assez rapide. Deuxièmement, on va parler évidemment de la critique et de l'échec comme ressources. Je sais que ça peut être étrange, mais pourtant ça pourrait être, c'est intéressant et c'est possible. L'art du feedback, comment on pourrait donner du feedback à quelqu'un, mais aussi comment on peut nous le recevoir. Et puis, comment on va faire pour incarner la réussite. Donc ça, c'est vraiment les choses que je vous propose aujourd'hui. Petit rappel sur la PNL avant d'aller plus loin pour celles qui n'en ont jamais entendu parler. La programmation neurolinguistique, c'est vraiment le P pour programmation, c'est-à-dire le codage. Comment on va se représenter mentalement euh, une expérience qu'on aura vécue. Donc, c'est vraiment la façon dont on va le programmer. Le N, c'est comment je le programme. Donc, je le programme avec mes sens, donc au niveau neurologique. Et puis, c'est une représentation vraiment sensorielle. Et puis, le L pour linguistique, ça veut dire la façon dont je vais le ressortir. Donc, est-ce que je vais le ressortir avec mon langage verbal ou non verbal? Et c'est là-dessus que nous, on va travailler en PNL. L'exemple le plus parlant puis que j'aime bien utiliser, c'est que si je vous demandais de penser à un citron, vous savez, tu sais, là, il fait déjà très chaud, dépendamment là où vous êtes, mais ici à Ottawa, il fait très chaud en ce moment, déjà le matin. On pourrait imaginer qu'il y a comme une chaleur un petit peu moite. Vous seriez peut-être même dans le sud de la France, puis il y aurait un citronnier qui aurait des citrons bien, bien, bien mûrs à point. Tu sais, quand le citron il est mûr à point, puis que la peau est légèrement grasse, un peu granuleuse, puis tu sais, tirer sur l'arbre et hop, à peine de tirer sur le fruit, il arriverait dans ta main. Là, tu le sentirais, tu pourrais évidemment, avec le couteau que tu as toujours dans ta poche, pouvoir, avec un petit geste sympathique, l'ouvrir et puis décider de croquer dedans, de croquer à pleines dents et de sentir le jus qui coule dans ta bouche. À ce moment-là, s'il y en a qui, en ce moment, sentent déjà leurs glandes salivaires en train de se mettre en action, pourtant, vous n'avez pas de citron. À moins que je me trompe, là, mais vous n'avez pas de citron. Pourtant, votre cerveau y a fait comme si vous aviez un citron. Ça, c'est exactement le système, la façon dont fonctionne notre cerveau. Il ne fait pas la différence entre le réel et l'imaginaire. Donc, vous voyez que si ça fonctionne avec un citron, ça va fonctionner avec toute autre chose aussi, qui soit positive ou négative. Hein, je veux croire, on a parlé des croyances la semaine dernière. Quand je crois quelque chose de négatif sur moi, ben, mon cerveau ne fait pas la différence à savoir si je le suis vraiment ou pas. Donc, lui, il va tout gober, j'ai envie de vous dire, même les citrons qui n'existent pas. Alors ça, c'est vraiment le propre de la programmation neurolinguistique de s'en souvenir, donc de comprendre la façon dont ça fonctionne. Là où je vous amène un petit peu plus loin, c'est que je dis souvent, n'ayez pas d'attente sur la PNL, ça ne change pas le monde. Par contre, ça va changer la perception que vous avez du monde. Puis aujourd'hui, c'est vraiment quelque chose qu'on va vraiment travailler ensemble. Ça va changer votre perception, on va changer d'angle de vue. Aujourd'hui, voilà, aujourd'hui, notre objectif, c'est de voir les choses sous un autre angle. Donc souvent, puis là, moi, en ce moment, je suis debout, mais à un moment donné, vous pourriez faire cet exercice-là, de vous dire, quand j'ai envie de voir les choses sous un autre angle, ben, je pourrais bouger.
puis regarder les choses véritablement sous un autre angle. Il y en a qui décident de porter des nouvelles lunettes, de se lever, d'aller à une autre place, peu importe. Mais mettez-vous dans l'optique d'ouverture de pouvoir aller ailleurs. OK? Ça va être important. Une des choses, une des images que j'aime beaucoup présenter, c'est celle-ci. Quand je demande aux gens: «Selon vous, lequel des 2 a raison?» Je vous donne, 30 secondes pour, sourire et y réfléchir. Évidemment, vous allez me dire: «Bah, les 2, les 2 ont raison». Effectivement, les 2 ont raison et les 2 croient mordicus qu'ils ont raison et que l'autre a tort. Parce que par définition, si j'ai raison, l'autre a tort. On ne pourrait pas être 2 à avoir raison, n'est-ce pas? Donc on a notre monsieur qui croit, absolument que c'est un 6 et puis l'autre personne qui croit absolument que c'est un 9. Et puis il y a même quelqu'un qui m'a dit: «Oui, mais Mélanie, on pourrait même rajouter une troisième personne qui croirait que c'est un G». Je suis comme: «Beh oui, allons-y, tant qu'à être là, effectivement, ça pourrait être aussi un G». Donc l'idée, c'est que, on va vraiment avoir chacun notre modèle du monde, hein, notre façon de voir le monde parce qu'on a des croyances, on a des valeurs, on a des expériences de vie, des cultures qui sont différentes et qui ont modelé notre vision du monde, hein. Si je vous disais, pour vous, le respect, qu'est-ce que c'est? Mais je suis certaine que, toute la gang ici présente aujourd'hui, on aurait des définitions différentes du respect. Pour certaines, ce serait de ne pas parler, trop fort, pour d'autres, ce serait de dire, «Bonjour, s'il vous plaît, merci», peu importe. Donc vous voyez qu'on a chacun notre façon, notre vision du monde, c'est ce qu'on appelle le modèle du monde. Ça, c'est vraiment quelque chose de très important à comprendre parce que on va se mettre dans les souliers de l'autre personne tantôt, quand on va parler de critique. Qu'est-ce que l'autre, est en train de me dire quand il me critique? Petite citation sympathique, Nelson Mandela: «Je ne perds jamais, je gagne ou j'apprends». Mmh. Ça, vous pouvez la garder en tête là. «Je ne perds jamais, je gagne ou j'apprends». On pourrait remplacer «je ne perds» par «je n'échoue jamais». Je n'échoue jamais. Je suis en train d'apprendre. C'est vraiment ça le point aujourd'hui que je vous propose. L'angle de vue que je vous propose d'avoir, c'est de vous dire: «En ce moment, quand je vis une situation d'échec, la première chose que je devrais me poser comme question, c'est: "OK, je suis en train d'échouer. En quoi je suis en train d'échouer?"» Ça, ce serait la première question que vous devriez vous poser. En quoi je suis en train d'échouer? Puis pensez à une situation où vous avez vécu un échec. Allez-y là, pensez à cette situation-là. Que ce soit une situation professionnelle, personnelle, sociale, avec des amis. Pensez à un échec. Puis demandez-vous en quoi c'est un échec. Puis, c'est drôle, je le prends en note parce que je veux pas l'oublier comme idée, mais l'idée là, c'est d'aller utiliser nos sens. Je vous ai dit en programmation neurolinguistique, on utilise beaucoup nos sens. Fait que dites-moi, puis vous pouvez l'écrire ou vous pouvez le nommer avec le micro en pensant qu'on est enregistré, mais dites-moi comment vous vous êtes senti? Qu'est-ce que vous avez vu pour dire que c'est un échec? Qu'est-ce que vous vous êtes dit? Qu'est-ce que vous avez entendu de la part des autres pour vous dire que c'était un échec? Qu'est-ce que vous avez peut-être senti, goûté? Hein, pourquoi que l'échec n'aurait pas un goût? A priori, ça pourrait avoir un goût. Peut-être que ça aurait un goût d'amer, amer, l'échec, je ne sais pas. Demandez-vous, là, en termes sensoriels, ça ressemblait à quoi votre échec? Fait que prenez un instant pour y penser, puis oui, vas-y Christelle, je t'écoute. Ben, moi, c'est peut-être quand j'ai fini ma première formation universitaire. Donc, pendant un petit bout de temps, la plupart de mes camarades et moi, n'avaient pas d'emploi. Oui. Mais à un moment, eux, ils en ont eu un, mais pas moi. Donc, pour moi, c'était comme un échec. C'est pas comme si j'étais la plus faible à l'école, là. Mmh. Mais pour moi, c'était comme, pourquoi eux, ils ont du travail et pas moi? Donc, c'est comme si Mmh. j'avais raté quelque chose, comme si j'avais... Ben, maintenant qu'on a la conversation, moi, je comprends que j'avais pas échoué, j'apprenais des choses. Mais rendu à ce moment-là, j'avais comme l'impression, ben, moi, j'ai raté quelque chose. Et j'avais le sentiment, ben, un peu un sentiment d'injustice. Certains ont réussi, mais pas moi. Et pourtant, c'est pas de ma faute à moi. Donc, c'était un peu ça mon ressenti.
Mais à ce moment-là, je me suis dit, ben, je ne vais pas baisser les bras. Je vais peut-être me former encore davantage pour trouver quelque chose de mieux. Ou Mm. alors, je vais continuer à chercher un travail. Mais sur le moment, c'était quand même comme j'étais frustrée en fait, très frustrée, énervée, même un peu à la limite. Ouais. Et voilà, je ne sais pas s'il y a d'autres questions auxquelles je devrais répondre. Pour l'instant, c'est très bon, c'est excellent. Merci, Christelle. Merci. Donc, je reprends ton exemple. Je suis une formation à l'université, je sors de ma formation, je m'attends à avoir un emploi, je fais comme les autres, et puis les autres ont un emploi et pas moi. À ce moment-là, je me sens en échec en me disant, ben, les autres en ont eu et pas moi. Fait que ça, c'est la première chose qui fait que vous voyez ce geste-là, les autres, mais pas moi. Mhm. Qu'est-ce qui fait que quand on se compare aux autres, on décide que nous, si c'est différent, c'est un échec? C'est intéressant ça. Qu'est-ce qui fait que si les autres font quelque chose et que nous, on n'a pas la même chose, on décide que c'est un échec? Pourquoi ça pourrait pas juste être une autre expérience? Est-ce que si moi j'avais eu l'emploi et pas les autres, ce serait moi qui serais en échec parce que je serais pas comme les autres? Bonne question. Techniquement, si je suis la logique, ça pourrait être ça. Donc c'est intéressant de, retirer les autres du portrait. Hein, ça, on l'a vu dans un des webinaires précédents sur l'estime de soi, la fameuse folie comparative, là, se comparer aux autres. Ça, c'est l'estime de soi, c'est un des pires ennemis de l'estime de soi. Donc, j'ai tendance à me comparer, j'ai tendance à me dire les autres sont rendus là, les autres sont rendus là, pas moi. Donc, ça, c'est la première chose à faire attention quand je commence à me comparer aux autres, à faire OK, je me mets un petit peu en recul pour me recentrer sur moi-même. Vas-y, oui, Christelle. J'avais aussi une petite expérience, surtout dans le cadre de cette formation-là. Ben, vraiment le fait de, peut-être c'est le sentiment de vie en communauté qui fait qu'on a toujours un regard sur les autres, mais ça c'est un exemple peut-être moins négatif que de dire ils ont réussi, moi j'ai échoué. C'est comme il y avait là où on vivait auprès du campus, il y avait une colline pour arriver chez soi. Et en général, dans la nuit, c'est pas très sécurisé parce qu'il n'y avait pas d'éclairage. Mmh. Donc, moi, j'ai dit une fois à ma meilleure amie de l'université, euh, je vois toujours les autres monter là-bas dans la nuit et moi, j'ai toujours peur. Pourquoi je ne monterais pas comme eux? Parce que s'ils y arrivent, c'est que moi, je peux y arriver. Et donc, Mmh. à partir de là, j'ai commencé à monter aussi dans la nuit. Et puis, ma meilleure amie m'a dit, fais attention à te comparer aux autres. Comme pour me dire, ça peut être dangereux, c'est peut-être positif ce que tu fais que dessus. Je vais suivre l'exemple, mais fais Mmh. attention à te comparer aux autres. Oui, alors, exactement, tu as raison de donner cet exemple-là, de se dire: «C'est pas parce que les autres font quelque chose que je dois le faire». Oui. Donc de la même façon, si les autres ont un emploi, c'est pas nécessairement la même voie pour moi. Mm. Donc, tu sais, tout se rejoint et c'est exact, c'est tout à fait exact. Donc la première chose que je vous dirais, c'est de faire attention à: «OK, est-ce que je suis centrée sur moi ou je suis centrée sur les autres?» Ça, c'est la première chose pour définir votre échec. Est-ce que je suis en train de me définir par rapport aux autres ou est-ce que je suis en train de me définir par rapport à moi? Est-ce que l'échec, je le vis par rapport aux autres? Mettons que si personne n'avait eu d'emploi après cette formation à l'université, 4 mois après, est-ce que je me serais sentie en échec aussi? Si la réponse est non, c'est que clairement je me compare aux autres. Si la réponse est oui, c'est que c'est correct, je suis centrée sur moi. Fait que la première chose, c'est d'être sûr que vous êtes centré sur vous. À ce moment-là, quand vous pensez que vous êtes en échec. Est-ce que c'est quelqu'un qui vous a dit que vous étiez en train d'échouer? Ça se peut. Ça se peut que vous n'ayez pas conscience que vous, dans votre monde, vous n'êtes pas en train d'échouer. Ça se peut. Fait que faites la première chose, c'est de se centrer sur nous. La deuxième chose, c'est de se questionner sur cet échec. Donc, comment je le sens à l'intérieur de moi et qu'est-ce que je suis en train d'apprendre? Qu'est-ce que je suis en train d'apprendre avec cet échec-là? À quoi il va me servir? À quoi il est en train de me servir? Ça, c'est 2 questions qui sont vraiment, vraiment importantes. Donc quand on échoue, se poser la question de, hem: «Qu'est-ce que je suis en train d'apprendre? Qu'est-ce que je suis en train d'apprendre qui va me servir pour plus tard?» Puis ça peut être, des adjectifs, très simples, hein. Je suis en train d'apprendre la patience, je suis en train d'apprendre, à tu, là, j'ai pas d'idée d'échec nécessairement pour l'instant, mais,
Je suis en train d'apprendre, une de mes limites. Je suis en train d'apprendre que dans la vie, ben, on peut des fois en baver un petit peu, puis, ah oui, j'ai un très bon éche une très bonne histoire d'échec là à vous raconter. Moi aussi, c'est, scolaire, mais dans l'autre sens, Christelle. J'ai fait un bout de secondaire dans une filière, scientifique. Et la première année de cette filière-là, ça allait super bien, j'avais des bonnes notes dans toutes, fait qu'ils m'ont dit: «Allez, continue dans la filière scientifique», je continue et le programme de l'année d'après, je me plante, mais je deviens genre la dernière de la classe. Moi, j'ai jamais été dernière de classe, c'est la première fois que j'ai des zéros, c'est la première fois que, je suis dernière de classe. Alors, j'avoue que ça fait comme un petit peu un choc au début, mais, finalement je suis dernière de classe juste dans les matières scientifiques. Le reste, ma vie, est normale. Et là, je frappe un mur, comme on dit, clairement. Et ma grand-mère me dit: «Bah, tu as atteint ton point de non-retour». Ça va rester dans ma tête pour toujours. Effectivement, côté, mathématiques, je sais pas, il y avait une petite partie du cerveau qui avait décidé de ne pas embarquer du tout cette année-là. Et j'étais en échec. J'étais en échec scolaire sur ces parties-là, mais sur le reste, tout allait bien. La façon que j'ai eu de le traiter et ce que j'ai appris plus tard, parce que là, on s'entend qu'à ce moment-là, j'ai juste 15 ans, donc je suis pas encore coach en PNL, mais ça a été de me dire: «OK, qu'est-ce que je suis en train d'apprendre?» Et là, je peux vous dire que j'étais en train d'apprendre l'autodérision parce que j'ai assez ri de moi-même. J'étais en train d'apprendre le fait que, OK, ça se pouvait des fois que je ne comprenne pas. Puis alors, ça peut paraître très, très snob, très, vantard, mais c'est rare que je ne comprenne pas les choses. Et là, c'est la première fois dans ma vie où je ne comprenais pas. Comme blanc, je ne comprenais pas. Donc ça, c'était aussi, OK, il y a des choses que je peux ne pas comprendre. Comment je me sens face à des choses que je peux ne pas comprendre? C'est quoi mon intérêt? Puis ça a été intéressant parce que pourquoi j'étais allée en filière scientifique? C'est parce que on m'avait dit: «Beh, idéalement, quand on a le choix, on va en scientifique». Mais moi, mon intérêt, il était pas là. Fait que qu'est-ce que j'étais en train d'apprendre? Que j'avais écouté les autres. Puis que ça aurait été une bonne idée de pouvoir peut-être penser à moi en premier, puis de me dire: «C'est quoi ton intérêt, Mel, dans la vie?» Par la suite, j'ai appris d'autres choses aussi que, on peut rebondir. J'ai pas eu besoin de redoubler, j'ai juste changé de filière et puis, j'ai continué mes études là où je voulais. À quoi ça m'a servi? De comprendre, par exemple, que effectivement je pouvais pas tout comprendre, que mon cerveau avait des limites. Fait que vous voyez qu'il y a toujours des choses à tirer sur le moment et pour plus tard. Moi, je suis curieuse, y a-tu des personnes qui veulent partager un échec qu'elles ont vécu? Que ce soit au niveau, professionnel, au niveau, personnel, ou vous pouvez citer le nom d'une amie si jamais. Oui, Leïla, vas-y. Ouais, moi je veux bien partager. C'était pour une entrevue il y a quelques années et puis maintenant ils vous font passer des tests écrits, oraux, psycho, je sais plus trop quoi, bref. Et puis donc c'était le test écrit et puis c'est vraiment dans ma spécialité et cetera et puis j'étais juste pas dans mon bon jour et bon, je me suis plantée. Et puis bon, évidemment, donc comme c'est des étapes, c'est Mmh. des si on passe pas une étape, si on passe pas à l'autre, bref. Donc j'étais très, très, très déçue. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est, en termes sensoriels, je disais: «Mais ça ressemble à quoi?» Donc je suis allée, je fais un petit Google, c'était quoi encore les 5 sens? Je me souviens même plus c'est quoi les 5 sens. Le visuel, le goût, le toucher, l'ouïe, l'odorat. Et si je devais me recentrer pour, voir à quoi ressemblait mon échec, hem, je dirais que seul le visuel était altéré, pas de vision. C'est comme si, l'horizon s'était Mmh. rapproché, tellement ouais et c'est sûr que et c'était pas par rapport aux autres, c'était vraiment, j'étais déjà centrée sur moi-même. Je l'avais pas dit Mmh. à d'autres que je passais, ce truc-là, mais c'est vrai que, les échecs, ça rétrécit son horizon, je trouve Oui. et c'est ça le problème et comment regagner de la vision, de l'espace devant soi, ça c'est quelque chose, de pas si évident donc voilà. Absolument. Puis, je vais me permettre de faire ça en direct parce que tu m'inspires cette question-là. Heu, je la pose souvent en coaching.
Puis elle est vraiment étrange. Qu'est-ce que ça me permet d'être? Puis ceux qui me suivent ou qui ont été mes clientes le savent, là, d'avoir et de faire. Fait que, je vais juste réduire ça pour que tout rentre dans notre écran quand vous allez le voir, mais et je le repartage. Hop, ici, là. Est-ce que vous voyez bien la bonne diapo? Super. Fait que, qu'est-ce que je suis en train d'apprendre? À quoi ça va me servir? Et qu'est-ce que ça me permet d'être, d'avoir et de faire, d'échouer? Ça me permet d'être quoi? Ça me permet d'avoir quoi? Ça me permet de faire quoi? Puis ça, c'est une question challengeante en coaching, là. C'est une question challengeante parce que, on se dit: «Beh, ouais, l'échec, ça me permettrait quelque chose, vraiment?» Oui, oui, ça me permet. Fait que ça vous permet d'être peut-être vulnérable, hein. Dans mon cas, ça m'a permis d'être, vraiment vulnérable en disant: «Ouh, OK, je tombe de mon piédestal de, 1er tiers de classe à, dernière». Effectivement. Ça me permet, d'avoir, bah, une autre vision des choses. C'est sûr que, quand j'ai d'autres amis qui comprenaient pas dans d'autres matières où moi je comprenais, beh, je comprenais qu'elles puissent ne pas comprendre. Fait que ça m'a permis d'avoir une autre vision. Puis ça m'a permis de faire des nouveaux choix aussi. Donc ça va être intéressant. Oui, vas-y Leïla. Oui, moi, j'étais en train de répondre à ces questions. OK. Je peux y aller? Ah vas-y, avec plaisir. Shoot! Donc ça me permet d'être moi-même, Mmh. donc parce que en fait, cet échec m'a permis de ne pas aller dans une direction qui n'était pas ma voie. Au final, après avec du recul, heu, quelques années après, je dis: «Tu sais quoi? Heureusement que j'ai pas eu ce truc!» Hem Et d'avoir un échec, ça permet d'avoir du recul parce que tu te poses, tu dis: «Mais qu'est-ce qui s'est passé? Je fais quoi?» Enfin et puis de faire autre chose. Comme tu viens de le dire, c'est Oui, bah, voilà, pour moi, c'était ça. Donc absolument. mais d'être moi-même, c'est ça. Cet échec m'a permis heu, avec du recul encore, j'ai dit: «Tu sais quoi? Tant mieux, heureusement!» C'est ça, puis c'est pas évident parce que des fois on se le dit juste après coup, mais au moins, on peut au moins commencer par: «OK, qu'est-ce que je suis en train d'apprendre en ce moment?» Puis plus tard, on sera capable de se poser la prochaine question. Christelle, vas-y, oui? Peut-être moi, c'est dans le plus tard, là, que Ouais? je peux répondre à cette question, mais je suis tout à fait d'accord avec ce que vous avez dit. En plus de ça, l'échec, ça permet d'être plus résiliente. Mmh. C'est-à-dire que tu apprends de ton échec et par la suite, si tu en as un autre, ben, tu es plus, tu es plus aguerri pour l'affronter et tu réagis d'une autre manière, généralement plus positive. Et c'est que ça permet d'avoir c'est quoi? C'est l'expérience de la vie. Parce que plus on grandit, plus on traverse des expériences comme des échecs et parfois des réussites, et puis ça nous permet de tenir compte de ça dans le futur. Mmh. Et en fait, ce que ça nous permet de faire, ben, c'est de rebondir. Parce que ce que moi j'ai toujours su faire après un échec, c'est vraiment rebondir, me remettre debout. Je n'allais pas ruminer dans mon coin ou être triste ou pendant longtemps. Non. Dès que je rate quelque chose, je rebondis, je recommence, je me remets debout. C'est ça. Puis, je fais du pouce là-dessus parce qu'hier j'écoutais un podcast, un livre audio en fait, et elle citait, Henry Ford et là je vais la faire de mémoire, fait que c'est un peu aléatoire, mais l'idée c'était: «Échouer, c'est l'opportunité de refaire une autre fois les choses de manière plus intelligente». Quelque chose comme ça. Alors le plus intelligent est un peu aléatoire dans ma tête, mais je me souviens qu'au moins échouer, c'était une opportunité de recommencer quelque chose une autre fois. Et ça, je trouve ça beau, de se donner l'occasion de réessayer une autre façon, de se dire: «OK, beh, j'ai cette fois-là, ça a pas fonctionné, mais je vais le réessayer d'une autre façon». Puis, tu sais, je sais qu'ici, on se donnait aussi, à Paro, on parlait beaucoup avec les femmes entrepreneurs, mais des fois, on a un produit qu'on veut vendre, un service qu'on veut vendre et puis, tu sais, des fois, on essaye une nouvelle chose et ça marche pas. Et ben, c'est correct. Moi, je te dirais, on continue, dans le sens où, OK, qu'est-ce qui a pas marché? Et ça ressemblait à quoi marcher pour toi? Tu sais, encore une fois, tous ces concepts qui sont, hem,
abstrait, hein, ce que moi je dis, on ne peut pas le mettre dans une brouette, hein, quand ça marche, ben, on ne peut pas le mettre dans une brouette, c'est un concept abstrait, il faut le définir. Ça veut dire quoi? Que, tu sais, j'ai lancé une formation en ligne, puis j'ai eu très peu d'intérêt dessus. OK, c'est-tu un échec? C'est quoi un échec? C'est quoi que si elle avait marché, ça serait quoi? Donc, c'est intéressant de se dire, OK, de définir vraiment nos objectifs, parce que souvent, on va avoir tendance à dire, ouais, ben, c'est un échec, mais je me base sur quoi pour dire que c'est un échec? Est-ce que le fait de ne pas avoir réussi cette, entrevue-là, c'était un échec ou c'était une réussite pour savoir comment mieux faire la prochaine? Puis c'est ça le fameux changement d'angle de vue, c'est de se dire: «Qu'est-ce que j'ai appris là qui va me permettre d'aller là?» Il y a un moment donné, un livre que je lisais aussi sur les entrepreneurs qui disait que, tu sais, si 9 fois sur 10, tu sais, ça te prend 10 clients pour 9 clients pour arriver au 10e qui va être payant, donc 9 refus pour avoir un oui. Beh, chaque client qui te refuse, c'est comme une mini réussite parce que c'est un pas qui t'amène au 10e. Donc vous voyez comment des fois, c'est juste un changement de regard, hein. Si j'arrête d'entendre des non, mais que j'entends des: «Non, c'est pas avec moi que tu vas faire affaire», puis «Non, non, non» et que ça m'amène au dernier qui est le 10e avec qui je vais faire affaire, waouh! Fait que ça, c'est vraiment intéressant de se dire: «OK, finalement l'échec, il est hyper relatif, hyper relatif». Donc, ça, c'est vraiment les questions que vous pourriez vous poser. Qu'est-ce que je suis en train d'apprendre? À quoi ça va me servir ou à quoi c'est en train de me servir? Qu'est-ce que ça me permet d'être, d'avoir, de faire? Puis, ça ressemble à quoi l'échec à l'intérieur de moi? Sur quoi je me base pour dire que c'est un échec? Si ça fait 4 fois que vous faites le même échec, peut-être qu'il y a des questions à vous poser sur une sorte de schéma répétitif. Puis, tu sais, on rigole parce que on se dit, ben là, quand même, y a-tu quelqu'un qui fait 4 fois la même erreur? Mais tu sais, je vais partir sur quelque chose de plus personnel, mais quelqu'un qui se marie pour la 3e fois ou la 4e fois, moi, je pense qu'il y a un beau schéma répétitif d'échecs là-dedans, là. Fait que c'est intéressant d'aller se dire: «OK, c'est quoi le point de se remettre encore en couple avec une personne, je dis n'importe quoi, narcissique ou blablabla?» Donc on en voit, puis moi j'en vois beaucoup, autour de moi dans mon bureau qui circulent avec des schémas répétitifs. Donc ça, c'est des patterns qu'on va aller, déboulonner, mais souvent, on va voir. Fait que regardez s'il y a des échecs, ce que j'appellerais des échecs récurrents, hein, «Ah, c'est toujours la même chose. J'ai de la misère avec, je sais pas, mes amis. Mes amis, j'ai toujours de la misère avec mes amis» ou «J'ai toujours de la misère avec mes boss, l'autorité». Y a-t-il des schémas récurrents qui reviennent? Si oui, ça mérite d'être abordé en coaching. Parce que là, on est dans quelque chose qui est répétitif. Si on n'est pas sur du répétitif, c'est correct, là, vous pouvez simplement vous poser ces questions-là. Fait que ça, c'est vraiment pour l'échec. Je veux vous amener un petit peu plus loin sur, la critique comme une ressource. Je vais vous inviter à penser à quelqu'un qui vous a déjà critiqué, que vous avez reçu. Alors ça peut être de la part d'un client, ça peut être, de la part d'un fournisseur, d'un collègue, de votre conjoint, conjointe, de votre enfant. Quelqu'un qui vous a, lancé une critique. Pensez à cette personne-là. Puis souvent, quand il y a quelqu'un qui nous critique, même si c'est mis sous un couvert de critique constructive, c'est assez rare que les critiques, soient bien amenées. On a quand même, nous, souvent tendance à se mettre dans une position défensive, ce qui est normal. On veut défendre, c'est la survie, c'est normal. Le problème, c'est qu'en se mettant sur la défensive, on va défendre notre idée, notre point de vue et on va perdre la richesse de ce que l'autre pourrait nous apporter. Et c'est là où la critique devient une ressource. Parce que en restant dans notre point de vue, on va se couper de l'accès à l'autre, de son point de vue, de son angle de vue. Fait que je sais que c'est pas toujours évident parce que on a tout notre cerveau émotionnel qui embarque et puis quand on a une critique, on se fait dire, tu sais, je vous donne un exemple d'entrepreneur, mais, à un moment donné, j'ai lancé, puis elle fonctionne encore, mon infolettre et mon conjoint qui lui est comptable, donc axé sur l'argent, donc on n'a pas nécessairement les mêmes visions, me dit: «Mais elle te rapporte combien ton infolettre?» Et moi je lui dis: «Beh, rien».
rien, elle me rapporte rien. Mais moi, j'étais toute contente, j'avais lancé mon infolette, c'était le fun, j'étais passée de une fois chaque mois à toutes les semaines, puis il y avait un beau taux de réponse et tout ça. Mais il me dit: combien c'est quoi le coût de revient de cette infolette?» Je suis comme: «Ben, en fait, techniquement, il est négatif parce que je passe du temps à la faire et puis ça n'amène pas de clients.» Ah, et ça m'a fait comme un moi, je venais avec une belle grande réussite. Ouais, j'ai un beau taux d'ouverture et il me rentre dedans en disant: «Ben, finalement, Mélanie, ça te rapporte rien.» Fait qu'une fois que, bon, ma petite émotion a été, comprise, entendue, puis je me suis dit: «OK, il est pas en train de me critiquer. Il est en train de m'offrir autre chose, un autre point de vue, une autre richesse.» Fait que je lui ai demandé, je lui ai dit: «OK, parfait, excellent. Mettons qu'elle ne me rapporte rien en ce moment. Comment toi, tu ferais pour qu'elle me rapporte?» Et là, c'était extraordinaire parce que, évidemment, vous vous doutez bien qu'on a 2 visions de choses différentes. Et lui, ben, il s'est mis dans sa position à lui, puis il s'est dit: «Ben, écoute, moi, je reçois des infolettes dans la vie, puis des fois, il y a des programmes à vendre, il y a un produit à la fin, il y a un petit truc.» Je suis comme: «Oh, OK, cool.» Mais je dis: «Tu pourrais-tu m'envoyer des exemples?» «Oui, pas de problème.» Fait qu'il m'a envoyé des exemples. Puis là, à partir de ce moment-là, j'ai commencé à vendre, à mettre des choses en place dans l'infolettre. Et évidemment, maintenant, mon infolette est devenue, payante dans le sens où il y a, je fais des ventes grâce à ça. Si j'avais pas eu cette critique-là, qui m'est quand même rentrée dans le cœur, là, je veux dire, quand j'y repense, là, mon cœur se serre, je suis comme ma plus haute réussite devient comme un échec et en plus, c'est mon conjoint qui me le dit. Fait que vous pouvez imaginer toute la zone émotionnelle qui est là. Mais grâce à ça, cette critique-là, parce que je me suis ouverte et parce que j'ai accepté ce qu'il me disait en me disant: «OK, c'est pas toi qui es pourri, c'est comment tu peux l'amener plus loin», ça m'a enrichie. Donc c'est intéressant de se poser la question et de se dire: «OK, c'est pas moi qu'on est en train de critiquer, c'est la façon de voir de l'autre.» Peut-être que vous avez déjà eu une critique sur, la façon dont vous agissez. J'ai une, collègue qui me disait: «Ben moi, les gens, ils trouvent que j'ai une apparence très froide, très, tu sais que pas face de bœuf, mais quasiment là.» Heu, mais c'est intéressant pour elle de le savoir, parce que si elle ne le sait pas, elle va continuer à agir comme ça, alors que c'est pas son envie, ni son intérêt, ni son intention. Donc quand quelqu'un lui dit: «Ben écoute, c'est parce que tu sais, quand je viens te voir, moi, je me sens pas très à l'aise parce que, tu sais, ton visage est assez fermé, puis j'ai l'impression que je te dérange tout le temps.» Elle va dire: «Oh mon Dieu, non, mais c'est pas du tout ça.» Et là, elle, ça peut lui permettre de changer. Fait que moi, je suis curieuse, là, c'est quoi une des critiques qu'on vous a fait dans votre vie, qu'elles soient ou non justifiées? On sait que les autres avaient tort de toute façon, mais qu'est-ce qu'on critique, chez vous d'habitude? Oh mon Dieu, Christelle, elle lève la main en premier, elle dit: «Moi!» Vas-y, Christelle. Allez, je bondis tout de suite là pour parler la première. Ben, en fait, moi, c'était par le passé. Ce que je vais commencer par dire, c'est que les autres sont un peu notre miroir, sont notre reflet. Surtout ceux qui tiennent à nous. C'est-à-dire, ils vous regardent de manière objective et ils voudraient que vous fassiez mieux. Ça ne veut pas forcément dire qu'on est une mauvaise personne, mais ça veut dire qu'on peut s'améliorer et ils tirent sur la ficelle pour qu'on s'améliore. Donc moi, j'ai un proche qui m'avait, je suis toujours dans le cadre de ma recherche d'emploi, qui m'avait dit, remets-toi en question. Tu dois apprendre à te remettre en question pour savoir qu'est-ce qui n'a pas marché. Est-ce que c'est seulement la faute, par exemple, parce que j'avais fait un stage et puis après le stage s'est terminé. Il m'a dit, par exemple, après le stage, tu aurais pu être recruté. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Je me suis plaint. Bon, je ne vais pas rentrer dans tous les détails, mais je disais, voilà, si ça qui m'a embêté, ça a été ci et ça. Il m'a dit, mais toi-même, qu'est-ce que tu as fait qui n'était pas bien? Apprends à te remettre en question. Parce que si tu ne vois que c'est à cause de l'autre, que tu as eu tel problème, ben, ça ne marchera jamais. Donc, remettre en question et très vite. Et après ça, bon, sur le coup, j'ai eu vraiment ce sentiment-là de frustration, comme on se dit parfois quand on te critique, tu me dis, il me juge, il ne comprend pas mon point de vue, mais ce n'est pas ça. Ce qu'il veut, c'est que tu t'améliores et c'est qu'il a une vision externe de la situation, plus objective,
où ils voient ce que toi tu as fait qui n'a pas marché. Donc, c'est après ça, avec mes autres expériences dans la vie, que j'ai compris, on parle de ce qu'on appelle sa zone de confort. Il faut apprendre à sortir de sa zone de confort pour pouvoir parfois mieux faire des choses. Et sortir de sa zone de confort, c'est aussi savoir se remettre en question. Donc là, je comprends que sa critique était constructive, Mhm. mais peut-être la façon de le dire et puis la façon de le percevoir faisait que c'était difficile à exploiter, mais par la suite, j'ai compris que c'était quelque chose de constructif. Absolument. C'est rare quand même les critiques qui sont des critiques pour la critique. Et en même temps, on va le voir que ça se peut. Qu'il y ait des gens qui critiquent avec pas nécessairement une bonne intention pour vous. Et on va voir que la bonne intention, elle est pour eux. Mais ça, je veux juste y passer après. Mais merci, oui, Christelle, c'est un super bon point. Leïla, vas-y. C'est peut-être ton prochain point, Mélanie, mais moi, justement, je voudrais revenir sur qui critique. D'accord? Parce que Ouais. euh, de s'assurer que la personne qui critique a un regard bienveillant, the kind eye, c'est Mhm. ça. Ouais. Donc, c'est pas, il y a des gens narcissiques qui critiquent parce que le monde est une extension d'eux-mêmes. Donc, ils critiquent tout ce qui ne correspond pas Mhm. à leur vision de leur extension d'eux-mêmes. Donc, effectivement, il y en a qui, la critique comme ressource, je pense qu'il faut vraiment qu'elle vienne de personnes qui ont un regard bienveillant, qui nous veulent du bien, comme ton conjoint, il te dit, mais Mélanie, mais ton infolette, là, elle te rapporte combien? Mais c'est un regard bienveillant. Voilà, Oui. c'est cher Mélanie, tu passes des heures là, mais moi je te vois, tu es en train de suer. Ouais, bon. Mhm. Moi, oui, des critiques, on en essuie tout le temps, mais ouais, mais je C'est pense un que très bon point. comment Mhm. reconnaître le regard bienveillant, ça c'est, mais comment reconnaître le regard bienveillant, c'est ça, Ouais. c'est un Ben, en art. fait, c'est intéressant, c'est de se dire que peu importe la critique, il va y avoir une bonne intention. C'est simplement que des fois, le regard, la bonne intention, pardon, va être portée sur l'autre, puis c'est ce que nous, on va appeler la bienveillance, ou des fois, la bonne intention va être portée sur la personne qui critique. Donc, je peux vous donner un exemple d'une personne donc effectivement, là, dans l'exemple, puis Audrey le souligne qu'effectivement, mon conjoint a quand même été assez constructif, hein. Il m'a pas, dit, «Écoute, c'est pourri ton infolettre, that's it», là. C'est plus, il a quand même été avec une approche coaching que: «Est-ce qu'elle est payante? Que là, bon voilà», et cetera. Fait qu'il a quand même posé des questions, puis je vous montrerai la technique tantôt. En revanche, il peut y avoir des gens souvent, qui vont critiquer parce que il y a une bonne intention envers eux, généralement de répondre à une peur ou à un besoin qui est en arrière. Donc, si je critique l'autre, ça me permet de me sentir mieux. Puis la bonne intention ici, c'est se sentir mieux, c'est pas de critiquer. Et on est d'accord que tout le monde ici, on aimerait tous se sentir mieux dans la vie. C'est juste que c'est pas la meilleure façon de faire que de critiquer l'autre pour se sentir mieux. Donc il y a des gens qui, quand ils voient une erreur que quelqu'un a fait, appuient sur le bouton: «Hey, tu as fait une erreur!» Et comme moi je l'ai vu, bah, nécessairement, je me sens plus grande, plus forte, plus, vaillante que toi. Mais ça, à ce moment-là, c'est pas tant d'avoir une mauvaise intention envers l'autre que d'avoir une bonne intention pour moi me rehausser. Puis ça, je sais que c'est très difficile ce switch-là à le faire dans notre tête parce que on pourrait dire: «Hey Mélanie, c'est poussé un petit peu loin ta théorie là». Et en même temps, c'est ça. Les personnes qui critiquent, c'est parce que eux-mêmes ont de la misère à s'élever, à avoir une estime d'eux qui est assez haute, une confiance en eux. Fait que tu sais, Jenny qui dit, «Moi, on me dit que je suis souvent négative, que je dis, trop souvent non». Mais la question, je serais bien curieuse, tu sais, Jenny, de savoir qui te dit ça. Tu sais, c'est un petit peu ce que disait, Leïla. Qui te dit ça? Puis, qu'est-ce que ça a comme impact sur cette personne-là? Ça a quoi comme impact sur ces personnes-là quand toi, tu dis non? Quand tu es négative selon eux? Parce que moi, les gens négatifs, pour moi, c'est mes meilleurs alliés, notamment dans la vie professionnelle. Puis quand je dis les gens négatifs,
faut vraiment qu'on recadre le mot négatif, mais c'est les gens qui vont voir les défis, les gens qui vont voir les faiblesses d'un projet, les gens qui vont voir ce que moi j'appelle les creux. Heu, Moi, je suis naturellement à voir les bosses. Donc je vais voir les opportunités, je vais voir les ouvertures, je vais voir les forces, je vais voir les possibilités. Mais si tu me laisses toute seule, moi, c'est sûr, à un moment donné, je vais foncer dans tous les projets, dans partout, puis je vais rien finir. J'ai besoin de gens qui vont être plus critiques envers moi. Fait que des gens comme Jenny qui vont avoir une pensée probablement plus en creux, de dire: «Ouais, mais Mel, si on fait ça, attention, il y a ça, attention à ce risque-là, attention à ce risque-là». Oui, au début, ça pourrait m'énerver un petit peu, mais maintenant, c'est tellement un avantage pour moi d'avoir des gens comme ça dans ma vie. Alors souvent, les gens vont pas comprendre que c'est une ressource. Donc la façon de faire, quand vous avez quelqu'un qui vient vous critiquer, la première chose, c'est d'ancrer le rapport. Ancrer le rapport, ça veut dire quoi en termes de coaching? Ça veut dire qu'on va se mettre dans une relation de confiance, pas sur la défensive. Hein, si quelqu'un arrive puis vous dit, «Hey Mélanie, tu fais-tu de l'argent avec l'infolette que tu fais?» Ben là, pourquoi je devrais en faire? Tu sais, ça, ce serait de la défensive. «Hey Mélanie, arrête donc d'être aussi positive, c'est pénible là, parce que c'est vraiment surréaliste». Ben là, c'est parce que moi, j'ai juste à être comme ça. Fait que ça, ce serait l'idée, ce serait de se dire: «Ah OK, bonne question, bon point, quelle remarque intéressante». Trouvez une petite phrase neutre que vous allez pouvoir répéter tout le temps. Moi, le bon point, j'aime beaucoup ça. Comme je dis: «Ah, bon point, intéressant ça». Ça me fait juste m'apaiser au niveau émotionnel, me mettre sur un niveau neutre en disant: «OK, là, j'ancre le rapport. Je suis plus en face à face, mais je deviens comme à côté. Je veux devenir un complice de l'autre. Je veux me mettre à son écoute. Il y a quelqu'un qui est en train de m'adresser quelque chose, je veux l'écouter». Après, ça ne veut pas dire que j'irai pas cracher mes émotions plus tard, toute seule au fond du bois, là. Oui, ça se peut, mais pas sur la personne. Ça réglera rien. Puis là, vous passez à côté de l'opportunité de soit régler quelque chose avec cette personne, soit régler quelque chose avec vous-même. Fait que profitez-en. Donc la première chose, c'est de, de de vous, heu, de vous allier à l'autre. Tu sais, quelqu'un qui dit: «Hey Mélanie, moi je comprends pas pourquoi tu fais toujours tes affaires à la dernière minute». Bon, il y aurait pas tort et en même temps, je le sais pourquoi, mais je suis curieuse d'entendre ce qu'il y a en arrière de ça. Je comprends pas pourquoi tu fais toujours telle chose à la dernière minute. Première chose que je vais faire, c'est: «Ah! Ben c'est une bonne question». Vous voyez, c'est juste neutre. Bonne question. Bonne question. Hey! Remarque intéressante, bon point, OK. Et là, on prend le questionnement. On questionne. C'est nous qui allons questionner l'autre. Donc quelqu'un qui me dit: «Pourquoi tu fais toujours tout à la dernière minute?» La première chose, c'est je vais lui dire, «Mmh, OK. Est-ce que je fais toujours à la dernière minute? C'est-tu toujours à la dernière minute? Non, c'est sûr que tu fais pas tout et toujours à la dernière minute. OK. Quand tu parles de dernière minute, tu parles de quoi? Parce que tu sais, dernière minute, pour certains, ça peut être 2 semaines à l'avance, prévoir un voyage, d'autres, ça peut être, 2 jours à l'avance. C'est quoi ton dernière minute? Fait que je vais commencer à le questionner pour clarifier de quoi il veut me parler. Qu'est-ce qu'il me dit? Tu sais, quand quelqu'un me dit, je reprends l'exemple de Jenny: «Tu es vraiment négative, tu dis vraiment souvent non». OK, ça veut dire quoi pour toi être négative? Quel exemple tu pourrais me donner d'une fois où j'ai été particulièrement négative? Quel impact peux-tu m'expliquer quel impact ça a sur toi? Quand je fais les choses à la dernière minute, quand je suis négative, ça a quel impact sur toi? Puis évidemment, c'est pas, tu peux me dire, ce que ça a comme impact sur toi? On fait attention au ton de la voix, on reste pas dans la défensive, on est vraiment dans l'accueil. On veut comprendre. Ça se peut qu'il y ait un impact qu'on n'avait pas pris en compte, là. Donc demandez aux autres. Mais si l'autre il te dit: «Moi, quand tu es négative, moi ça me frustre, j'ai l'impression qu'on peut jamais avancer dans les projets», OK, là j'entends la peur de l'autre. J'entends la peur de l'autre. Il a peur de ne pas pouvoir avancer sur ses projets parce que je suis négative, parce que je freine, parce que je dis non. Donc l'idée, puis j'ai vu ta main Leïla, l'idée c'est vraiment d'aller identifier les besoins de la personne pour mieux y répondre.
Puis on revient un petit peu à ce dont on a parlé la semaine passée sur les croyances. C'est quoi le besoin qui est en arrière qui n'est pas comblé? Vas-y Leïla, je t'écoute. Moi, ça me fait penser à un exemple très précis de quelqu'un avec qui j'ai travaillé sur un projet et qui était effectivement hyper négatif. Et j'avais compris la peur en arrière, mais ce qui, ce qui s'était passé sur ce projet-là en particulier, je ne savais pas comment l'aider avec ses peurs. Euh, et donc, ça n'a fait que donc le reste de l'équipe continue à avancer sur les points, les projets, et ça ne faisait qu'amplifier Mhm. sa peur, mais pas d'outils. Donc, comment Mm. aider? Donc, oui, identifier les besoins de l'autre, mais après, derrière cette identification, comment aider l'autre pour que cette personne, justement, avance, ou même si cette personne n'avance pas, mais qu'au moins ne devienne pas ouais, un poids, pour ne Ouais. pas utiliser Il un y a mot. euh, une question très franco-canadienne. Qu'est-ce que ça prendrait pour? 3 petits points. Qu'est-ce que ça prendrait pour que tu embarques dans le projet? Qu'est-ce que ça prendrait pour que tu ressentes que je suis moins négative? Qu'est-ce que ça prendrait pour que, selon toi, mon infolette soit payante? Qu'est-ce que ça prendrait pour? Donc ça, c'est la formulation, c'est ça, très franco-canadienne, mais au fond, c'est quoi le besoin? De C'est quoi quoi tu la, pardon, as besoin pour embarquer? c'est quoi la formulation française de France? C'est plus difficile à mon immigration est plus difficile à revenir dans ce temps-là, mais je dirais, de quoi tu aurais besoin OK, dans super. le projet? C'est bon à savoir. Mais tu vois, moi, je vais souvent dire: «Qu'est-ce que ça prendrait pour?» Toc, 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 3 points de suspension. Oui, oui, mais je pense qu'en français de France, même sur le plan idiomatique, la personne te dirait comment est-ce que je peux t'aider donc qu'est-ce que ça prendrait? En fait, ça devient, c'est très neutre, c'est ça prendrait, il n'y a plus de jeu, il n'y a plus de tu. Ouais. Ouais. Mais de quoi tu aurais besoin? Ça, ce serait intéressant. De quoi tu aurais besoin pour entrer dans le projet avec nous? Qu'est-ce qui te rassurerait pour entrer dans le projet avec nous? Fait que quand tu as des personnes qui sont dans la résistance, c'est important de vraiment être à côté et non pas face, parce que si vous êtes puis là, je parle au propre comme au figuré, hein. C'est-à-dire que si vous avez quelqu'un qui est dans la résistance et que vous êtes en réunion, puis que vous êtes face à face, déjà votre langage corporel, c'est on est en combat versus quand, on est à côté. Je ne sais pas si vous mangez au restaurant avec, conjoint, conjointe, amis, mais des fois, c'est le fun. Faites juste essayer de au lieu de manger face à face, qu'il y en ait un qui soit sur un côté de la table, puis l'autre sur l'autre côté. Tu sais, que vous soyez comme ça, plutôt que comme ça change la dynamique. Vous essayerez ça, c'est très drôle. Puis la serveuse fait comme: «Hein, c'est bizarre». C'est un truc de coaching, essayez ça. Mais ça change la relation complètement parce qu'on n'est plus dans, une sorte de «combat» entre guillemets. Donc l'idée, c'est vraiment d'aller questionner l'autre personne. Puis vous savez, je vais essayer de retrouver cette diapo-là pour vous la remontrer. Ah non, je ne l'ai pas. Mais la façon de questionner, c'est d'utiliser les, questions qui commencent par la lettre Q. Donc qui, quoi, quand et la super question qui est le comment. Donc gardez ces questions-là en tête, ça c'est génial. Je pense qu'on l'a vu dans un des webinaires qui s'appelait «L'art de questionner». Donc c'est ça, qui a été, il y a quelques semaines en arrière. Donc probablement que si on envoie un courriel à Renée, si je ne me trompe pas, elle peut, nous donner les enregistrements. Mais retenez les questions qui, quoi, quand, et comment. Ça va vraiment vous permettre de clarifier. C'est ce qu'on appelle le fameux métamodèle, le modèle de questionnement, c'est ce qu'on appelle le métamodèle en coaching. Heu, Évidemment, quand vous avez un client, tu sais, je pense souvent à un client parce que j'ai souvent eu des entrepreneurs qui me disaient: «Ah oui, j'ai des critiques de clients». Surtout quand vous démarrez votre entreprise, c'est les meilleures personnes à aller chercher. Vous voulez savoir ce qui ne va pas. Vous voulez savoir c'est quoi les craintes, vous voulez savoir c'est quoi les freins de ce client-là.
Parce que, ça va vous permettre d'avoir une approche qui va être appropriée et rassurante dans votre future démarche d'entrepreneuriat ou de projet, mais ça va être aussi d'anticiper toutes les autres futurs clients qui vont avoir les mêmes craintes. Vous aurez déjà les réponses parce que quelqu'un vous les aura adressées. Donc, puis là, je vais être sur un plan un peu plus concret et marketing, mais ça va vous permettre de bâtir un argumentaire marketing assez fort aussi. Donc, si vous faites un nouveau projet, puis même si vous n'êtes pas entrepreneur, là, si vous travaillez, puis que vous avez un nouveau projet et que vous devez un petit peu le vendre, soit à une communauté, soit à peu importe à qui, que ce soit des clients internes ou externes, allez chercher en premier lieu la personne qui est la plus critique dans votre équipe ou dans votre entourage. Puis demandez-lui, OK, c'est quoi les critiques que tu ferais sur mon produit, sur mon service, sur mon projet? Puis ça, c'est génial parce qu'à ce moment-là, vous vous mettez en phase de remue-ménage, écoute. Vous accueillez toutes les critiques. Vous vous mettez certainement pas en face à face en train de dire: «Ouais, mais non, mais non. OK, oh parfait, OK. Oui, je comprends que ce point-là, ça pourrait faire peur pour telle raison. Quelle autre chose tu verrais qui serait un red flag dans mon projet?» Ça, c'est génial. Je vous donne l'exemple d'une entrepreneur avec qui j'ai travaillé qui, va se lancer dans des, intraveineuses de vitamines. Moi, c'est un domaine que je connais pas du tout, puis sincèrement, j'ai 1001 questions là-dessus. Fait que je lui dis: «Moi, je suis ta meilleure personne à aller voir en premier lieu. Parce que, moi, je veux savoir, ça vient d'où? On fait ça combien de fois par semaine? Ça sert à quoi? C'est quoi la différence avec plein d'autres choses? C'est-tu sécuritaire? C'est-tu, remboursé par des assurances?» J'ai comme 1000 questions. Mais ça, c'est génial. C'est génial pour l'argumentaire de cette personne-là. Toutes mes questions, elle va les prendre, puis elle va les mettre quelque part dans un plan marketing, là. Donc, vous voyez comment des fois la critique, ça peut vraiment être une belle, belle ressource. Comment ça va pour, vous jusqu'à présent? Il nous reste, le feedback, à voir, puis, vous parler un petit peu de réussite en quelques mots. Ça va pour tout le monde? Ouais. Jenny qui nous dit: «Y a-t-il moyen d'adresser la négativité ou de la partager d'emblée pour qu'elle soit reçue comme je le présente?» Oui, en fait, tu pourrais, c'est une super belle, question, merci de la poser. Tu pourrais, le nommer en disant: «Beh, vous savez, moi, dans la vie, j'ai tendance à voir les faiblesses, les menaces d'un projet». Puis tu sais, là, le nom m'échappe, mais la méthode force, faiblesse, menace et opportunité. Donc il y a comme en gestion de projet, on utilise souvent cette matrice-là. Mais toi, tu peux dire: «Moi, ma force, c'est justement de voir les faiblesses et les menaces en premier. Fait que je sais pas que je suis négative, c'est que je vais voir ça en premier. Mais avec vous qui êtes positif et qui voyez les opportunités et les forces en premier, ben là, on vient d'avoir notre, format, je sais pas, SWOT, en tout cas, je me souviens plus de l'acronyme là, mais, des forces, faiblesses, opportunités, menaces là. FFOM en français. Donc ça, moi, je l'adresserai comme ça, en disant, «Ben moi, vous savez, mon cerveau, il pense d'abord en creux. Je vais venir vers vous après avec les boss, mais d'abord, mon cerveau, il pense en creux. Moi, tout le monde le sait que mon cerveau, il pense, en boss, là. Je veux dire, mon chum a juste à prononcer le mot voyage et ça y est, je suis partie avec, les 25 000 voyages que j'ai envie de faire, là. Alors que si moi, je prononce le mot voyage, mon chum, il va partir en disant: «Ouh, OK, budget», on se souvient qu'il est comptable, temps de vacances, les enfants, à quel endroit, les vaccins, et voilà. Mais c'est génial. Parce que vous voyez que là, on a notre matrice à nous 2 qui font qu'il y en a un qui pense à tout ce qui est les choses à attention, puis moi, tout ce qui est le «wow». Puis finalement, on arrive à se rejoindre, puis à partir quand même quelque part. Mais c'est ça qui est intéressant. Fait que je pense, Jenny, ce serait vraiment de dire: «On a des approches qui sont complémentaires. Nos approches sont complémentaires et c'est ça qui nous enrichit. Donc ne me voyez pas comme une menace, voyez voyez-moi comme une opportunité». Puis en fait, Jenny, vois-toi aussi, toi, comme une opportunité. Si tu étais dans mon équipe, Jenny, tu serais une full opportunité pour moi. J'ai besoin de personnes comme ça dans mon entourage. Définitivement. Puis quand j'étais gestionnaire, je m'entourais de ce genre de personnes-là. Même si au début, c'est pénible pour moi parce que ça met des freins, mais après, c'est vraiment idéal. Good. Je vous propose de, parler du feedback parce qu'on
on fait du feedback dans la vie tout le temps, sur plein de choses, que l'on soit gestionnaire ou pas, je veux dire, parents, on donne du feedback à nos enfants, on donne du feedback tout le temps. On a longtemps connu le fameux feedback, sandwich avec, un compliment, un truc négatif, puis un compliment, puis on essaye de te le faire avaler. Donc ça donnait à, «Oh j'aime beaucoup ton dessin, ça manque vraiment de jaune, il est beau, je le mets sur le frigo». Bon, là l'enfant ce qu'il retient lui c'est, «Mon dessin manque de jaune». Clairement, il entend ça. Donc son cerveau il va pas retenir les 2 autres, c'est pas sa job au cerveau de retenir ce qui va bien dans la vie, il va retenir ce qui va mal. Donc l'objectif c'est de faire des feedbacks qui sont un petit peu plus précis. Heu On va garder l'idée du sandwich, mais sur la première tranche de pain, on va aller mettre ce qu'on a particulièrement aimé dans ce dont on est en train de parler. Donc par exemple, si on débriefe sur un projet, si on débriefe sur, un événement qu'on vient d'organiser, sur, une journée, sur un dessin d'enfant, peu importe. Ce que j'ai particulièrement aimé, ce que j'aime particulièrement et j'insiste sur le particulièrement. Hein, si je vous demande qu'est-ce que vous avez particulièrement aimé de la formation d'aujourd'hui, je ne veux pas que vous me disiez: «Oh ben c'était intéressant de t'écouter». C'est pas ça que tu as aimé particulièrement. Y a-t-il un exemple qui t'a marqué particulièrement? Y a-t-il une théorie qui t'a particulièrement marqué? Un exercice, une question? Qu'est-ce que tu as particulièrement aimé? OK? Ce qu'on va mettre au milieu, puis vous mettez bien ce que vous voulez, si vous voulez mettre un champignon portobello, si vous voulez mettre une bonne boulette de burger, vous mettez ce que vous voulez au milieu de votre sandwich, c'est la curiosité. Et c'est pas de se dire: «Moi, j'aurais fait ça différemment», c'est de dire: «Hey, j'aurais été curieux de». Fait qu'aujourd'hui, Mélanie, en suivant ta formation, j'aurais été curieuse d'en apprendre un peu plus sur, comment faire quand, je me sens, complètement, laminée par un échec. OK. Parfait. Vous n'êtes pas en train de me dire: «Mélanie, tu nous as pas dit comment faire, c'est pas une critique, vous êtes en train de me dire: «Je suis curieuse, si ça avait été dit». Puis ça, c'est génial pour moi, c'est très, très aidant. Et puis en bas, en dernier, c'est: «Qu'est-ce que j'ai appris?» Qu'est-ce que j'ai appris? Et vous voyez que c'est différent avec ce que j'ai particulièrement aimé. J'ai particulièrement aimé l'énergie que tu as mis, à répondre à telle question. Ce que j'ai appris, c'est que on peut être, négative et être une opportunité pour quelqu'un dans une équipe. Donc vous voyez comment notre feedback et attention, ça c'est important aussi pour celles, qui sont gestionnaires, qui ont des évaluations à faire de personnel. On n'utilise pas ça pour une évaluation de personnel. Ça n'a rien à voir, OK? Ou pour des mesures disciplinaires. Non, 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 c'est pas ça du tout. Là, on est vraiment dans, j'ai envie de te donner un feedback parce qu'on a fait quelque chose ensemble, il s'est passé quelque chose, j'ai envie de te donner un feedback. Fait que vous voyez comment là, le cerveau, évidemment, il va clairement retenir des choses, plus positives pour lui. Les 2 choses qui vont être importantes, c'est qu'il faut qu'il soit précis, je vous l'ai dit, mais aussi qu'il soit synthétique, il soit très concis. Donc c'est pas: «J'ai particulièrement aimé, le moment où tu as donné l'exemple, parce que tu sais l'exemple, moi j'ai trouvé ça intéressant parce que» et puis là vous en mettez des tartines. Non, ça on oublie ça. On veut que les gens on laisse ça juste saupoudrer. Ce que j'ai particulièrement aimé de cet atelier, c'est quand tu as nommé l'exemple sur la négativité. Point. Je serais curieuse, la prochaine fois que tu nous parles de l'échec, comment je fais pour m'en sortir quand je suis émotionnelle? Ce que j'ai appris, c'est que je peux être une opportunité pour quelqu'un d'autre dans une équipe. That's it. Ça, c'est un feedback qui est simple, qui est précis et qui est précieux aussi pour la personne qui le reçoit. Ça va pour, ce feedback-là? Je vous invite à le dessiner régulièrement, votre petit burger, quand vous avez une fin de session où les gens vous disent: «OK, qu'est-ce que vous en avez pensé?» Ben, reprenez ces 3 phrases-là. Tu sais, à la fin d'une réunion, si quelqu'un vous dit: «OK, petit retour, comment ça a été cette formation pour vous?» Ping, pang, pang. Vous avez les 3 phrases et puis ça doit tenir en moins d'1 minute, là. La meilleure façon de le faire, c'est de l'écrire avant. Sinon, vous avez tendance à vous perdre et puis à ploup, 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 à partir. Ça va pour ça?
Il nous reste juste à parler de réussite. Je sais qu'il est déjà 10h32, mais je vous donne ça dans quelques phrases parce que vous le connaissez déjà. Incarner la réussite. Il y a 2 façons dont je vous propose aujourd'hui le renforcement positif que vous connaissez certainement déjà, hein. Le renforcement positif, c'est quand quelqu'un a un bon comportement ou une bonne façon de faire, on va le souligner, le saluer, le glorifier, lui mettre un collant sur un tableau de récompense. Bref, on va le mettre en avant et quand il y a un mauvais comportement ou un comportement qui est un peu néfaste, on l'ignore. OK? Donc puis là, Leïla a dit: «Ouais, on l'ignore, mais jusqu'à quel point?» Alors évidemment, faites attention avec tous les comportements aussi néfastes et c'est important que vous ignoriez pas tout non plus, mais c'est de ne pas mettre l'attention nécessairement. Puis là, on va souvent parler avec les enfants là-dessus parce qu'il y a des gens qui vont chercher l'attention et qui vont la chercher de peu importe la façon, même si maman me gronde ou papa me gronde, ben, j'ai quand même son attention, donc j'ai quand même obtenu ce que je voulais. Donc, par exemple, dans ce cas-là, il faudrait complètement ignorer le mauvais comportement. Et évidemment, ça ne veut pas dire qu'on laisse faire le mauvais comportement, mais ça veut dire qu'on redirige. Et ça marche avec les adultes aussi, hein, de rediriger l'attention de quelqu'un sur autre chose. Donc, quand quelqu'un commence à faire une blague complètement inappropriée en réunion, ben, on peut le réaiguiller sur autre chose sans pour autant souligner qu'il est en train de faire une mauvaise blague. Surtout si c'est devant un groupe, on peut l'amener plus tard. L'idée de la PNL, c'est qu'elle va un petit peu plus loin que ça. Elle dit on est capable de pratiquer le renforcement positif avec des comportements qu'on n'a pas toujours encore présents. Ça veut dire que, par exemple, si on veut qu'il y ait un comportement positif qui soit en train de se dérouler, qui ait lieu, on va utiliser beaucoup le langage suggestif. On va suggérer, c'est là où c'est un petit peu drôle, on va suggérer à la personne qu'elle a déjà ce comportement-là. On va, je sais pas moi, si une personne a un manque de confiance en elle, on pourrait à plusieurs reprises, que ce soit dans une réunion, que ce soit au travail, souligner les belles idées qu'elle a eues, que quand tu interviens, j'ai aimé la façon dont tu es intervenue, tu sais, tu semblais confiante. Souligner que, dans la vie, on peut particulièrement te faire confiance. Alors évidemment, vous saupoudrez ça. On le saupoudre pas, avec un c'est vraiment saupoudré. Donc c'est-à-dire que c'est comme ça. On met un petit peu de confiance un petit peu partout le mot. C'est une technique d'hypnose, ça s'appelle le saupoudrage. Vous mettez le mot confiance un petit peu à toutes les sauces, mais avec parcimonie. Si vous arrêtez pas de le mettre à chaque fin de phrase quand vous parlez à quelqu'un, c'est sûr que ça va être gros comme une maison, puis la personne elle va le savoir que vous êtes en train de la manipuler. Mais l'idée, c'est vraiment de suggérer ça, avec la répétition. Donc c'est très intéressant, vous essayerez avec enfants, conjoints, conjointes, collègues, trouver une chose que vous pensez qu'il aurait à gagner à avoir un peu plus et puis de le nommer. Hein, si, je ne sais pas moi, vous avez quelqu'un qui, manque un petit peu d'intelligence émotionnelle, mais vous pourriez, saupoudrer les qualités de l'intelligence émotionnelle régulièrement dans votre langage quand vous vous adressez à lui. Ce qui est formidable, c'est que ça fonctionne aussi avec vous-même. Donc vous pouvez leurrer votre propre cerveau. Ça veut dire que vous pouvez faire croire à votre cerveau, comme on fait croire tantôt qu'il mangeait un citron, vous pouvez faire croire à votre cerveau que vous avez déjà cette caractéristique. Donc on dit souvent: «Fake it until you make it», ben, c'est la même chose. Donc incarnez le fait que vous êtes déjà ce que vous voulez croire. Fait que par exemple, moi, je sais pas, j'aimerais croire que oui, dans la vie, je suis organisée. J'aimerais croire que je suis bilingue. J'aimerais croire que je suis patiente, que je suis focus, que je suis concentrée. Fait que je commence à décider de le croire que je le suis. Et plus je vais commencer à le croire, plus mon cerveau va me le démontrer. Puis ça, vous irez voir le webinaire de la semaine dernière sur les croyances. Vous vous souvenez que plus on croit quelque chose, plus ça fonctionne. Donc vous, aujourd'hui, qu'est-ce que vous décidez de commencer à croire? Et que ça, c'est la question que vous pouvez vous poser. Qu'est-ce que vous voulez croire de vous aujourd'hui? L'autre chose, et c'est la dernière chose, et après ça, on peut finaliser, c'est la fameuse modélisation. En PNL, toute la théorie de la PNL, en fait, est basée sur la modélisation. C'est de prendre quelqu'un pour modèle. On agit comme ça. Dans la vie, on apprend. Si vous avez des enfants, neveux, nièces, vous apprenez en prenant comme modèle les autres. Euh, notre enfant, il a un accent français.
Pourtant, il n'est pas né en France, il fréquente une école québécoise et puis, tu sais, mais parce qu'il imite l'accent de ses parents. Donc c'est sûr que, nous comme parents, il nous a pris comme modèle et ça s'est pas fait de manière consciente. On l'a déjà vu aussi avec des personnes qui, ont les mêmes mimiques, les mêmes gestes les uns que les autres. C'est normal, on modélise les autres. C'est comme ça qu'on apprend. C'est par essai-erreur, c'est par modélisation. C'est la façon que notre cerveau apprend. Donc l'idée, c'est que si vous voulez que quelqu'un d'autre ait un comportement différent, commencez par l'avoir vous, ce comportement. Vous voulez que l'autre, soit enthousiaste à l'idée d'aller faire ses devoirs? Soyez enthousiaste à l'idée d'aller faire les devoirs. Vous voulez que l'autre soit enthousiaste à l'idée de faire ce projet avec vous? Soyez enthousiaste à l'idée de faire ce projet avec lui. Donc, c'est important que puis là, on reparle de l'effet miroir dont parlait Christelle tantôt. C'est important que vous soyez comme vous aimeriez que l'autre soit. Il faut que ça commence par vous. Vous ne pouvez pas décider que l'autre soit quelque chose. Ça ne marche pas. Je suis désolée de vous le dire, ça ne fonctionnera pas. Ce qui est important, c'est que évidemment, vous ne jouiez pas à l'enseignant, à l'enseignante. Vous n'êtes pas là pour leur apprendre quelque chose. Il faut que ça reste inconscient. À partir du moment où vous dites à quelqu'un: «Hey, regarde, je vais te montrer comment avoir, de l'engouement pour ce projet», c'est fini, c'est raté, la personne est sur la défensive. Il faut que ça reste inconscient. Donc adoptez l'attitude, le comportement que vous voulez que l'autre adopte. Donc c'est être celui que tu veux que l'autre soit. Grosse phrase qu'il faut se répéter 4 fois avant de la comprendre, mais qui fait du sens. OK? Fait que ça, c'est la modélisation. Puis si vous avez encore un tout petit peu de temps, je vous laisserai juste me donner un feedback sandwich pour vous pratiquer sur la formation. Alors, si tu avais un feedback sandwich à me donner, qu'est-ce que un feedback sandwich PNL, pas l'ancien sandwich, le nouveau. Qu'est-ce que tu dirais du webinaire d'aujourd'hui? Je vais me lancer. Vas-y. Ce que j'ai particulièrement aimé, c'est qu'aujourd'hui ou même la fois précédente, c'est que Mélanie, tu me donnes l'opportunité de réfléchir et justement d'avoir accès à la critique ou de me poser des questions, parce que je trouve que je suis pas beaucoup entourée de gens qui me permettent cela et que moi je suis souvent justement la bosse du bas, là, celle qui critique les autres et que j'essaye d'arrondir les angles aussi pour que ce soit bien perçu et que j'aimerais qu'on en fasse autant pour moi, mais j'ai pas cette chance d'être, ou j'ai pas peut-être donné les bons signes aux autres pour dire vas-y, critique-moi et puis aide-moi à être différente. Je serais curieuse de me rendre compte comment est-ce que je vais mettre en pratique tout ce que j'ai entendu ce matin, parce que c'est toujours ça puis je prends beaucoup de notes et je reviens pas beaucoup dessus, donc très curieuse de relire mes notes demain et puis de voir ce que j'en ai retenu. Et ce que j'ai appris, comme Leïla et Christelle, vous l'avez mentionné, mais on a beaucoup parlé d'échecs universitaires ou dans les études, et en fait, je réalise que moi aussi, j'ai eu ces échecs-là, mais que finalement, ça m'est passé au-dessus de la tête. Et je trouve ça intéressant que quand tu nous as posé la question, c'est quoi l'échec? On revient à un échec qui a peut-être 15, 20 ans d'études, mais on n'a pas forcément été capable de trouver un échec qui s'est passé la semaine dernière. Donc, ce que j'ai appris, c'est qu'il y a des échecs qui nous marquent plus que d'autres et qui ont encore un impact aujourd'hui et qui finalement ont un impact aussi positif parce qu'avec le temps, on a su passer outre et puis qu'on a pris le temps de se questionner pour comprendre pourquoi ça avait pu être un échec à cette époque-là. Ouais. Ouais, merci. Merci Audrey, c'est vraiment riche comme feedback. Good. Merci. Jenny écrit: «J'ai particulièrement aimé le rappel que le cerveau ne fait pas la différence entre le réel et l'imaginaire.
Définitivement. Je serais curieuse d'en apprendre davantage sur la meilleure manière pour partager une critique à l'autre et que ce soit bien reçu. Absolument. Déjà, le feedback, est une bonne façon de le faire. Ce que j'ai appris est que tout est dans la façon de présenter la négativité et que c'est une force, surtout quand elle fait partie d'un équilibre. Absolument, absolument. Good. Lila, Christelle, Mireille, est-ce que vous voulez partager un feedback? Oui, Christelle, vas-y. Yeah. Ce que j'ai particulièrement aimé, ce sont les exemples personnels qui nous ont permis d'avoir comme des cas pratiques, je m'excuse pour les expressions, mais des cas pratiques qui permettent de bien comprendre ce que vous essayez de nous apporter comme formation aujourd'hui et qui nous permettent enfin, qui nous permettent de mettre une réalité sur des concepts théoriques. Mm. Ce que je serais curieuse de savoir, c'est un point que Léla a mentionné, c'est il y a des gens qui critiquent juste pour se sentir bien. Face à ces personnes-là, quelle est la meilleure façon de réagir? Je sais qu'il y a eu un début de réponse, c'est-à-dire faire ce que nous voudrions, être ce que nous voudrions être ce que nous voudrions que l'autre soit, Oui. mais peut-être appuyer davantage sur ce point-là, parce qu'il y a beaucoup de personnes comme ça et on ne sait pas toujours comment réagir de manière optimale avec eux. Ce que j'ai appris, ben, c'est des exemples des autres. Audrey l'a très bien mentionné, on a pris des exemples antérieurs qui nous ont beaucoup marqués, mais aussi, ben, c'est à partir de ces expériences antérieures-là qu'on a pu s'améliorer au fil du temps et que, par exemple, si aujourd'hui j'ai un échec comme celui que j'avais eu par le passé, je réagis autrement parce que j'ai appris à être résilient. J'ai appris de mes expériences de vie. C'est ça. Merci, merci Christelle. Lila, vas-y. Alors, moi, il y a beaucoup de choses que j'ai aimées. Et Mais particulièrement... ce que j'ai particulièrement aimé, c'est vraiment de ce recentrage, ce rappel de recentrage sur soi, même face donc l'approche critique. Oui, la critique vient de l'extérieur, mais attention, revenir à soi et se questionner. Même cette phrase, être celle que tu veux que l'autre soit, c'est un recentrage sur soi. C'est attention, c'est questionne-toi. Donc, beaucoup, là encore, donc ce que j'ai particulièrement aimé, c'est ce rappel de il faut continuer à travailler sur soi. En fait, la critique de l'autre ne peut être vraiment bien absorbée que avec un travail sur soi, en fait, de compréhension de beaucoup de choses. Maintenant, un peu comme Audrey, je serais curieuse, j'étais en train d'y réfléchir. Je me disais, tu sais quoi, coach Mel, j'ai pris plein de notes l'autre fois, puis l'autre fois, puis l'autre fois. Puis j'étais là, mais il faut que j'arrache les pages et que je les mette dans un classeur parce que moi aussi, j'ai pris plein de notes. Alors, je serais curieuse de savoir c'est effectivement, il y a beaucoup de perles qui ont été distribuées. Merci Mel. Et maintenant, je serais curieuse de savoir comment je vais continuer à absorber, digérer cette information qui est dense, hein. Il y a plein, plein de choses que tu as dites qui sont très intéressantes. Et ce que j'ai appris, pardon, de reprendre encore de ce que j'ai appris aujourd'hui, c'est qu'il faut que je continue à travailler sur moi-même. Oui, merci Leïla. Merci à toi. Mireille, vas-y. Oui, bon, pour moi aussi, j'ai beaucoup, beaucoup appris et merci beaucoup. C'est vraiment, vraiment intéressant. Surtout pour la question critique. Je savais qu'il y a des critiques positives, mais des fois, ça dépend, comme on dit, comment que la personne va s'exprimer. Et puis, des fois, la façon que la personne s'exprime, vraiment nous déboussole, on ne sait pas, pour nous, et souvent là, c'est une critique négative, puis on sait pas vraiment comment réagir. Alors, vraiment, ce côté-là, ça m'a vraiment aidé. Et je pense qu'à l'avenir, peu importe que la façon que la personne va s'exprimer, et puis même avec du recul, je vais pouvoir, même si c'est pas la suite,
et puis vraiment poser la question à la personne et pour savoir comment si c'était à ma place, comment comment ils allaient faire et puis essayer d'aller chercher le feedback vraiment là. Et puis c'est ça. Et puis en tout cas, c'est tellement bon, c'est tellement bon. Alors, c'est ça, j'ai beaucoup appris. Euh, euh, c'est ça, parce que tout ce que je devais dire, je pense que les autres l'ont dit. Alors, merci beaucoup, Mère. Merci. Merci, Mireille. Dans le chat, je vous mets le lien vers les outils gratuits. Vous les connaissez maintenant, probablement, parce que mais si vous ne les connaissez pas, vous pouvez les partager. Je pense que ce sera toujours intéressant. Pardon, je dois vous quitter, j'ai une autre Ben rencontre oui, avec c'est une correct. cliente. Moi, je suis à Paro, hein, pour celles qui ne savent pas, si vous avez besoin de nous contacter. Merci beaucoup à toutes et excellente journée. Ciao. Merci. Merci beaucoup, Léla. Merci beaucoup, Mélanie, pour cette excellente session interactive qui a quand même eu beaucoup de partage, non seulement au niveau de la grammaire, mais aussi en termes d'expérience personnelle. Donc, je vous remercie tout le monde ici d'être venu aujourd'hui. Et Mélanie, et j'aimerais aussi indiquer dans le chat que premièrement, demain, nous avons une session de réseautage francophone. Vous êtes toujours tous les bienvenus. C'est gratuit, c'est à midi. Le lien d'enregistrement est là. Et aussi, pour glisser un autre mot pour les autres sessions francophones, j'ai une série de 5 ou 6 webinaires avec un partenaire de juin jusqu'à juillet. Je vous encourage, s'il vous plaît, d'assister et aussi à partager. Donc, tout le monde, je vous souhaite une excellente journée. Prière de rester sain et sauf si vous êtes dans un endroit où il y a une alerte de tornade. Et Audrey, c'est non. À Thunder Bay, à Ottawa, en région de Gatineau, il y a une alerte de tornade. On en a eu hier à l'ouest Aujourd'hui, de hein? Thunder Bay, à Oh, Dryden, wow. à 4 heures. Ouais. On a des élèves qui sont restés à l'abri pendant les heures de retour de transport. Ouais. OK. Bien, pour tout le monde, prière de rester sain et sauf. Et on espère de vous voir la semaine prochaine. Donc, merci, puis belle journée, bonne journée. Merci Merci. infiniment. Merci beaucoup. Bonne journée tout le monde. Bonne journée.